Rebonjour à tous, je suis contente de vous retrouver sur ce plateau du Salon de l'Agriculture. L'actualité internationale a bousculé un petit peu notre programme et nous force à réenvisager les sujets que nous avons l'habitude de traiter. Je suis contente de recevoir ici Arnaud Rousseau. Bonjour Emmanuel Ducrot. Producteur de céréales et vous êtes aussi président de la Fédération française des oléoprotéagineux, la FOP. Alors peut-être il faudra qu'on commence par expliquer ce que sont les oléoprotéagineux, mais on va voir que le monde des oléoprotéagineux est totalement bouleversé par ce qui se passe en ce moment en Ukraine, par l'invasion russe, et que ça déstabilise les marchés mondiaux et que ça remet en lumière la nécessité de souveraineté sur ces sujets-là. On va prendre les choses par le début. Qu'est-ce que c'est les oléoprotéagineux, que tout le monde comprenne bien de quoi on parle? Alors on va d'abord parler des oléagineux. Les oléagineux, ce sont des plantes à partir duquel on fabrique de l'huile. Donc dans le monde, le premier oléagineux, c'est le palmier, avec lequel on fait de l'huile de palme. Le soja, qui est aussi une préoccupation de production, notamment sur le continent américain. Mais en Europe, quand on parle d'oléagineux, on parle de colza. Vous savez, cette plante qui jaunit sur le bord des routes au mois d'avril. Et puis on parle du tournesol, cette fameuse plante qui tourne au cours de la journée en fonction du soleil. Donc en Europe, quand on parle d'oléagineux, on parle de tournesol et on parle de colza. Et puis les protéagineux, ce sont des pois protéagineux, ce sont des févroles, ce sont du lupin. Ce sont des plantes qui captent l'azote de l'air, donc qui n'ont pas besoin d'azote, d'engrais pour se nourrir, et qui font des rations avec de la protéine. Donc en Europe, on parle de pois protéagineux, de févroles et de lupin. La destination de ces plantes, ce sont les humains et les animaux. Absolument. Alors les oléagineux, évidemment, avec de l'huile, on fait de l'huile alimentaire, de l'huile de table, donc c'est l'huile de tournesol que chaque Français a sur sa table. Mais on fait aussi des biocarburants, puisqu'avec cette huile, on peut la mettre dans un certain nombre de moteurs et avoir une énergie qui est 100% décarbonée, 100% renouvelable, une énergie qui n'est pas avec du fossile. Et puis de l'autre côté, les protéagineux, on en fait essentiellement de la nutrition pour les animaux, pour le cheptel européen, mais on sait aussi, avec les légumineuses, demain, répondre au changement, aux attentes sociétales, au changement alimentaire d'une alimentation tournée vers les protéines et un peu moins carnée. C'est intéressant aussi de savoir pour les gens qui nous écoutent qu'avec du colza, on fait de l'huile et on fait du tourteau qui sert à nourrir les animaux. Absolument. Quand vous avez 1 tonne de graines de colza, des toutes petites graines noires, et que vous les écrasez, vous avez à peu près 45% d'huile, donc de l'huile avec laquelle on fait soit de l'huile de table, soit des biocarburants, et 55% de tourteau qu'on donne au bétail européen. Et l'avantage de ce tourteau, c'est qu'il est garanti non OGM, donc il a une segmentation de marché qui répond aussi aux attentes sociétales. Parce que sinon, l'alternative, c'est du soja. L'alternative, c'est du soja, et il en rentre beaucoup en Europe. Et ce soja est à 97% du soja OGM. Et donc, encore une fois, il nourrit le cheptel européen, mais on sait que dans un certain nombre de domaines alimentaires, il y a une demande des consommateurs d'avoir des origines tracées non OGM, et ça, nous les Européens, on sait le fournir. Et en plus, il traverse la planète, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée environnementale, mais c'est une autre question. Alors, là, vous, à la FOP, depuis des années, vous plaidez pour un plan protéines, c'est-à-dire pour qu'on travaille la souveraineté française en termes de protéines, c'est-à-dire qu'on soit moins dépendant de nos importations. Le contexte international est tel que les marchés sont déstabilisés et remettent cette idée en lumière. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'invasion russe de l'Ukraine bouleverse le monde des huiles et le monde des protéines végétales? Alors peut-être déjà pour vos auditeurs remettre le contexte. La production de protéines, elle se fait essentiellement sur le continent américain, à travers le soja. Je vous ai parlé de l'huile de palme, elle a très peu de protéines, de coproduction de protéines. Elle n'en a quasiment pas. Et donc c'est le soja qui est le driver, qui est le conducteur de la protéine dans le monde. En Europe, je vous ai dit, on produit les plantes riches en protéines, c'est essentiellement le colza et le tournesol. Et il se trouve que l'Europe, la communauté européenne, les 28 pays sont 27 maintenant, très déficitaires en protéines, de l'ordre de 70%. Donc c'est de la protéine qui est importée du continent américain, majoritairement, avec tous les sujets de déforestation dont on parle de manière régulière, puisque le Brésil est un des premiers pays exportateurs de soja. Et en Europe, à côté de nous, l'Europe continentale, dirais-je, l'Ukraine est un producteur de référence en tournesol et en colza. Et donc, ils approvisionnent de manière très régulière le continent européen dans son aspect déficitaire. Pourquoi nous réclamons un plan protéines depuis des années? Parce que nous faisons le constat que l'Europe doit reprendre l'initiative sur cette production. Elle a des terres fertiles, elle a un climat tempéré, elle a des hommes et des femmes formés pour produire, elle a les capacités industrielles et logistiques. Et donc il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas demain en capacité de réduire cette dépendance. L'autonomie n'est pas
pour demain, peut-être pour après-demain, au-delà de 2050, mais en tous les cas, l'ambition d'ici 2030, c'est de réduire cette dépendance de manière importante, et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés fortement, et nous réjouissons de voir les pouvoirs publics, d'abord français et maintenant européens, reprendre ces questions des protéines. La deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qui se passe avec la guerre en Ukraine? Eh bien, très concrètement, l'Europe importe de l'ordre de 2 millions de tonnes de colza. Les Ukrainiens font du colza plutôt dans la partie est de l'Ukraine, donc celle qui est le plus près de nous. On importe de l'ordre de 2 millions de tonnes tous les ans. On envisageait d'importer 2,5 millions de tonnes. Et donc aujourd'hui, c'est l'incertitude. Et cette incertitude, elle a des impacts à la fois sur les marchés, avec de la volatilité, c'est-à-dire des cours qui montent et qui descendent au gré de l'incertitude. Et puis elle a des impacts sur la fourniture des industries européennes. Donc ça, c'est un premier sujet de préoccupation. Le deuxième sujet, c'est le tournesol. Alors le tournesol, il se fait cette fois-ci dans l'est de l'Ukraine, pardon, le colza se fait dans l'ouest de l'Ukraine et le tournesol se fait dans l'est de l'Ukraine, donc plutôt dans la partie russophone. Les oblasts de Donetsk et Lugansk sont des gros producteurs de tournesol. Il y a deux questions aujourd'hui. D'abord, les tournesols ne sont pas semés parce que le tournesol se sème en avril-mai. Donc aujourd'hui, sera-t-on en capacité d'implanter les semences en Ukraine? Ça reste une question. Quel sera l'état du conflit dans 1 mois et demi? C'est un peu scabreux de faire des projections à ce stade. La deuxième chose, c'est que pour le coup, les Ukrainiens trituraient plutôt leur tournesol sur Alors triturer, il faut expliquer ce que ça veut dire, parce que ça a l'air un peu bizarre. Mais... Triturer, ça veut dire prendre les graines et les écraser pour avoir de l'huile d'un côté et du tourteau pour l'alimentation animale de l'autre. Et là, l'Europe importe de l'ordre de 1,5 million de tonnes tous les ans pour nourrir son cheptel d'animaux européens, de tourteaux. Et donc là, c'est l'incertitude à ce stade. Il y a d'autres producteurs de tournesol sur la planète. La Russie en est un. Donc on verra aussi quelle est l'étendue des sanctions. Mais l'Argentine, c'est aussi produire du tournesol dans des proportions importantes. Ce qui est sûr, c'est que ça déstabilise les marchés. Et donc, ça met une pression forte sur les capacités à se fournir, sur le renchérissement du coût et donc quelque part sur le coût de l'alimentation. Sur le coût de l'alimentation, et ça met aussi la pression sur les exploitations qui élèvent des animaux et qui les nourrissent à base de ces tourteaux. Oui, alors le conflit ukrainien n'a fait qu'amplifier un mouvement qui avait débuté auparavant, mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec la hausse des commodités, du blé, du maïs, du colza, du tournesol, ça a un impact immédiat sur le coût de l'achat de l'aliment, puisque les animaux peuvent être nourris avec de l'herbe, avec du maïs en silage, ça c'est en France, mais il y a des compléments de tourteaux de soja, tourteaux de tournesol, tourteaux de colza, qui sont achetés sur le marché et qui coûtent particulièrement cher. Et donc aujourd'hui, notamment dans la production porcine comme dans la production de volailles, les impacts de hausse de prix sont insupportables pour les éleveurs et vont poser un problème immédiat. Pas de court terme, immédiat. Justement, l'agriculture, on le sait, c'est du temps long. Faire des politiques agricoles, ça prend du temps. Comment est-ce qu'on est en capacité de réagir rapidement devant ce goulet d'étranglement qui se présente devant nous et ce renchérissement qui se présente devant nous? Est-ce qu'on a les moyens d'augmenter vite la production d'oléoprotéagineux ici en France? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est compliqué? Alors la réponse est non. Est-ce qu'on peut faire ça rapidement? La réponse est non. Est-ce qu'on peut le faire dans un temps de 5 à 10 ans? La réponse est oui, mais on sait, vous l'avez dit, que l'agriculture c'est un temps long qui s'appuie d'abord sur des travaux de recherche sur l'innovation, recherche sur la technologie, recherche sur les semences, et qu'ensuite, entre le moment de la décision de l'innovation et son application sur le terrain, c'est une période au plus court de 5 à 7 ans et régulièrement de 10 années. Donc on ne sera pas en capacité à l'échelle de quelques semaines répondre à ces changements. En revanche, on est capable, avec d'autres pays producteurs, d'essayer de réorganiser le marché. Mais cette réorganisation, 1, aura un coût. 2, on ne sait pas aujourd'hui ce que seront les flux logistiques. Est-ce que, par exemple, la Turquie va bloquer la sortie de la mer Noire? Ce pourrait avoir des effets extrêmement dommageables. Et pour autant, on sent bien que les sanctions sont au rendez-vous. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut se méfier des réponses rapides et immédiates parce qu'elles sont souvent mal calibrées et pas de bonne nature. Dans leurs effets. Qu'est-ce qu'il faudrait, selon vous, en tant que producteur, en tant que défenseur de cette filière des oléoprotéagineux, pour développer cette filière
comment dire, en bonne intelligence avec les autres utilisations des terres ici en Europe pour que ça fonctionne sur la durée et que ce soit solide. C'est quoi les bases du rétablissement de cette filière? Alors permettez-moi de prendre ma casquette d'agriculteur et de revenir finalement à ce qu'est l'entreprise de base. C'est le moment ou jamais. J'allais dire, le terrain, toujours le terrain, encore le terrain. Un agriculteur aujourd'hui, il a besoin de semences performantes. Et donc on a besoin notamment en protéagineux de faire un bond technologique. La deuxième chose, c'est qu'il a besoin de moyens de production, l'eau, et la question de l'eau est une question centrale en France et en Europe. Il a besoin aussi de produits de protection des plantes, qui peuvent être des produits chimiques ou des produits de biocontrôle. Et on parlait de transition, il faudra probablement accepter de faire évoluer la transition avec une trajectoire qui ne se fera pas non plus sur un claquement de doigts. Ça, c'est les fondamentaux. Ensuite, il a besoin d'un marché qui lui rémunère son produit à sa juste valeur. Donc il faut qu'il puisse produire. Et il y a aujourd'hui beaucoup trop de freins à la production en France et en Europe. Ensuite, une fois qu'il a produit, il faut qu'il puisse vendre à un prix qui est rémunérateur. C'est tout le sujet de la valorisation du produit, des états généraux de l'alimentation avec sa version 2 et des négociations commerciales qui ont lieu là en ce moment. Et la troisième chose, c'est qu'un agriculteur, il fait de l'agronomie. Donc il ne pourra pas dire du jour au lendemain, je fais toute cette production parce qu'elle est plus rémunératrice ou telle autre. Il a besoin de faire une rotation de ses cultures. Il a besoin que son sol, que les éléments de biologie puissent s'alterner pour éviter des problématiques de parasites, des problématiques de végétales, des problématiques d'insectes. Donc à la fois la technique, à la fois le marché et à la fois l'agronomie. Et c'est toujours la combinaison des trois qui permet à l'agriculteur de faire des choix. Le moment est aussi le moment de démontrer pour les agriculteurs que tout ça c'est compliqué et que les mantras, ça ne suffit pas pour faire de l'agriculture qui tienne sur ses pieds. Alors évidemment non, l'agriculteur c'est d'abord quelqu'un qui est dans le monde du vivant, un entrepreneur du vivant, et donc il est soumis, mais il l'a accepté en choisissant ce métier. D'abord, il est soumis à la météo, et on l'oublie beaucoup trop souvent, on n'est pas dans une usine dans laquelle on a des machines-outils. On est directement impacté par la météo et la question du changement climatique est d'abord une question qui est adressée aux agriculteurs. Et moi, sur ma ferme, depuis 25 ans, la moisson est avancée de presque 3 semaines de manière régulière. Donc le changement climatique, ce n'est pas une vue de l'esprit, on l'observe. La deuxième chose, c'est qu'encore une fois, il y a des choses très concrètes. C'est ce que je vous ai dit sur l'agronomie, la biologie, les marchés et les moyens de production et le prix. Et enfin, on a besoin pour ça d'avoir une stabilité des politiques publiques et une stabilité de la vision. On ne peut pas donner des coups de barre avec un petit zodiaque. On est engagé dans des schémas de long terme. Je vous ai parlé de la semence, je vous ai parlé des choix d'investissement, je vous ai parlé des structurations logistiques, de l'agroalimentaire. Et donc on a besoin d'une vision. Et c'est ça qui nous manque singulièrement aujourd'hui. Et le sujet de la souveraineté alimentaire est une vision qu'il faut absolument développer de manière stable, non seulement en local, j'entendais votre invitée précédente, non seulement en local, mais aussi avec une vision de responsabilité sur nos voisins. On parlait du bassin méditerranéen. Moi, je suis inquiet aujourd'hui de savoir ce que vont être les impacts de la guerre en Ukraine sur nos amis du bassin méditerranéen. Et je me rappelle des émeutes de la faim il n'y a pas si longtemps. 2008. Ce sera ma dernière question. Est-ce que vous pensez que dans le climat actuel, la stratégie européenne Farm to Fork, c'est-à-dire une diminution assez importante des intrants divers et variés, des surfaces cultivées, une augmentation des productions bio, est-ce que vous pensez que cette stratégie européenne est toujours en mesure de répondre aux besoins tels qu'ils se présentent maintenant avec le conflit en Ukraine? Alors, cette stratégie du Green Deal, puisque c'était ça la stratégie européenne, je crois qu'elle garde sa pertinence en termes d'enjeux de changement climatique, d'accompagnement des transitions et de vigilance sur les sujets qui tiennent au stockage et au piégeage du carbone, aux émissions de carbone. Et donc, je pense que sur ce plan-là, le questionnement et la vision demeurent. En revanche, sur les moyens pour y parvenir, et notamment sur le sujet de la production, je crois qu'on fait fausse route. Les études montrent qu'on parle d'une 15aine de % de réduction de la production. Et ce qui vient de se passer depuis quelques semaines montre les fondamentaux. Pour n'importe quel humain sur la planète, les fondamentaux, c'est se nourrir, se soigner, se protéger. Ça, c'est l'acte réflexe le matin. Et donc, face à ces actes réflexes, il faut qu'on soit en capacité de répondre. Donc, si la vision du Green Deal, c'est de continuer à accompagner la transition et répondre aux grands enjeux du changement climatique et de la biodiversité, oui, il faut poursuivre ce chemin. Si en revanche, les moyens pour y parvenir, c'est la décroissance, la réponse, c'est clairement non.
Et ça marche, et ça se démontre sous nos yeux malheureusement en ce moment. Merci beaucoup Arnaud Rousseau d'être venu nous parler de ce paysage un peu méconnu du grand public des oléoprotéagineux. Merci pour votre invitation. À très bientôt.